Tous les lundis, vous retrouvez le podcast dans le groupe de l'Ultra Libre. Je vous le partage juste après, la totalité et l'intégralité de l'épisode numéro 3. Si ça vous plaît, n'hésitez pas. Le lien pour rejoindre l'Ultra Libre, et c'est complètement gratuit, il est sous la vidéo. Et toutes les semaines, vous retrouverez non seulement ce podcast, mais en plus la possibilité de poser vous-même toutes vos questions, partager vos victoires du vendredi et avoir accès à un contenu de formation spécifique pour les amateurs qui veulent progresser et allonger les distances tout en restant amateurs et en gardant un bon équilibre de vie pro, perso et sportif. Et en se faisant plaisir, je vous laisse avec la vidéo. Et si vous voulez rejoindre le groupe, avec plaisir, et c'est dessous. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes en grande forme. Le podcast numéro 3, le rendez-vous du lundi de l'Ultra Libre, c'est parti. Et dans les 2 dernières semaines, 2 sondages, et notamment le premier petit sondage sur quelle est la distance maximum que vous ayez couru à date. Et le deuxième sondage, c'est combien de fois par semaine faites-vous du sport, c'est-à-dire un entraînement, on va dire, de plus de 30 minutes, une activité physique, peu importe ce qu'elle est, que ce soit de la course à pied, du judo, du vélo taf, de la marche, etc. Et donc, je voulais vous partager les conclusions de ces sondages et surtout qu'est-ce qu'on peut en tirer et pourquoi je vous ai posé ces questions-là. Alors la première chose sur quelle est la distance maximum que vous ayez parcourue, on se rend compte qu'à peu près 50% des membres du groupe ont fait moins de 50 km en distance max sur un effort. 77, quasiment 80% des membres du groupe ont fait moins de 80 km. Et cette barrière, on va dire, du 80 km, beaucoup considèrent que c'est ça, on va dire, la frontière de l'ultra. Donc, 50% des gens ont fait moins de 50 km et 80% des gens ont fait moins de 80 km, donc ne sont pas encore allés au-delà de cette barrière qui fait pour beaucoup la frontière de l'ultra. Deuxième questionnaire, combien de fois par semaine faites-vous du sport? Et là, on se rend compte que 50% des gens dans l'ultra libre font en général 3 séances par semaine ou moins de sport. Et ils sont un peu moins de 20% à s'entraîner quasiment tous les jours. Donc 6 séances de sport ou plus par semaine. Alors pourquoi ces questions et qu'est-ce qu'on peut en retirer? La première chose, c'est qu'on prend du recul sur sa propre pratique. Au moment où on doit répondre et on doit nous-mêmes appuyer sur la catégorie et voter, entre guillemets, on prend du recul sur ce qu'on fait. Et là, on s'aperçoit et ça permet de remettre un peu de justesse sur soi-même. Et notamment, on se rend compte, la plupart du temps, qu'on fait plus que ce dont on a l'impression. Et là, par exemple, c'est vrai que en fait, j'avais l'impression de ne pas courir beaucoup, notamment par rapport aux autres, mais en fait, je fais quand même 3 ou 4 fois du sport par semaine. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que la séance d'arts martiaux qu'on fait 1 ou 2 fois par semaine, la séance de danse qu'on fait 1 ou 2 fois par semaine, de yoga, peu importe, en gros, elle compte et elle existe. Et donc, on a une activité physique beaucoup plus importante que ce qu'on pensait. Autre exemple, des fois, on a des activités de son métier, dans le cadre de sa vie pro, qui rentrent aussi dedans. Ou, par exemple, le vélo taf. Oui, je fais 20 km et je vais rouler pendant 1 heure pour aller au travail 1, 2 ou 3 jours par semaine. Ça compte. Et, comme on dit, l'entraînement, c'est juste des stimulations. Enfin, c'est la réponse du corps à une stimulation. Et du coup, on se rend compte en répondant, première chose, qu'on prend du recul sur sa pratique et on ne peut que être positivement surpris par en fait, oui, concrètement, je m'entraîne plus que ce dont j'ai l'impression au quotidien. Parce qu'il n'y a pas que la course qui compte. En revanche, comme c'est des stimulations, le corps s'adapte et ces adaptations, on peut les mobiliser à l'ultra. Donc, ça permet de prendre du recul par rapport à soi. La deuxième chose, c'est que en regardant les autres, et quand on rapproche soi et les autres, en fait, on se rend compte qu'on a la même vie et les mêmes contraintes. En gros, quand on voit que il y a 50% des gens qui s'entraînent moins de 3 fois par semaine ou 3 fois par semaine, ça permet de se rendre compte qu'en fait, oui, on partage la même vie et on a grosso modo les mêmes temps pour s'entraîner. Quand on voit, donc on a la même vie et les mêmes contraintes. Et ça, c'est vachement différent de ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Où, en gros, les réseaux sociaux, et Strava en premier lieu, en gros, c'est un peu la course à l'incroyable. C'est-à-dire que ce qui va être partagé, ce à quoi on va être le plus exposé, c'est ce qui a fait beaucoup de likes et ce qui est exceptionnel. Simplement, l'exceptionnel, ça met une distance face à soi. Parce qu'on ne peut pas s'y identifier, parce que c'est exceptionnel, et au contraire, ça augmente la distance par rapport à nous, notre vraie vie, versus la performance qui est montrée. La deuxième chose, c'est que sur Strava, il y a un énorme biais, c'est que, naturellement, les gens qui vont poster sur Strava, c'est a priori ceux qui s'entraînent le plus. Ça va apparaître le plus de fois puisqu'ils s'entraînent le plus, donc à chaque fois il y a plus de notifications. La deuxième chose, c'est que déjà pour s'autoriser à poster, il y a une grosse barrière et un gros filtre
pour ceux qui se sentent à l'aise de poster ça, et c'est souvent des gens qui s'entraînent beaucoup, qui s'entraînent très fort et qui s'entraînent très souvent. Donc on est biaisé par ce qu'on voit d'habitude sur les réseaux sociaux, parce que 1, il y a une prime à l'exceptionnel, et 2, il y a une prime à juste si je poste, c'est parce que j'ai beaucoup plus de chances d'être dans la catégorie des gens qui s'entraînent énormément et qui font des choses incroyables. Là, du coup, avec ces sondages-là, on se rapproche de notre situation et on prend de la confiance, où on voit que, en fait, dans la vraie vie et la majorité des gens, on se situe là. Donc c'est possible de faire avec son volume d'entraînement des distances qui peuvent être parfois longues, plus longues, voire très importantes. Et donc ça c'est la deuxième chose et le deuxième enseignement. Le troisième, c'est qu'on voit quand on analyse les résultats, du moins moi j'y ai accès en tant qu'admin, et vous aussi, vous voyez qui a voté et qui a fait les distances, et quand vous mettez en lien les deux, on se rend compte que la distance maximum qu'on peut faire, elle n'est pas corrélée avec le nombre d'entraînements par semaine et le temps qu'on passe à l'entraînement. Et ça, du coup, ça remet en perspective notre entraînement et comment aborder la distance plus longue. Ça, c'est notre objectif. Si notre objectif, c'est de faire plus long, et qu'on se disait, en fait, je suis à 3 entraînements par semaine, et qu'en gros, le message que je reçois des réseaux sociaux de l'extérieur, c'est qu'avec ces entraînements-là, je ne peux pas faire plus long, là, ça permet de le remettre en perspective. J'ai pas à m'entraîner 7 jours sur 7 pour faire plus long. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est pas parce que je fais 7 entraînements par semaine que je vais arriver à faire plus long. Et ça, pareil, on voit aussi des gens qui vont s'entraîner 5, 6, 7 fois par semaine, c'est pas bien ou mal, et qui vont avoir une distance max réalisée qui va être inférieure à quelqu'un qui s'entraîne 3 ou 4 fois par semaine. Ce qui ne veut pas dire que celui qui s'entraîne beaucoup fait mal, c'est peut-être pas son objectif, il part peut-être pas du même endroit, etc. Il n'y a pas de jugement de valeur. C'est simplement pour le remettre en perspective, et c'est pas non plus génial de faire 160 bornes en s'entraînant 3 fois par semaine. Il n'y a pas de jugement de valeur, c'est juste pour remettre en perspective, pour s'identifier, voir que c'est possible, et du coup raccourcir la distance entre votre objectif et là où vous êtes aujourd'hui. L'essentiel, il n'y a pas de jugement, c'est prendre du recul sur sa pratique et se rendre compte que finalement on a plus de moyens d'action que ce qu'on croit ou que ce que souvent les réseaux sociaux ou ce qu'on voit sur Strava ou les plans d'entraînement ou ce qu'on entend veulent nous faire croire. Donc ça, c'est la deuxième grosse conclusion, ça devient plus accessible et on est plus proche de sa situation, on a pris confiance grâce aussi au recul qu'on peut prendre sur ces sondages-là. Et la troisième conclusion que je ferai de l'analyse de ces sondages, c'est un peu la citation de Talleyrand. Quand je m'ausculte, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. Et ça, c'est hyper important. Des fois, on se dit, ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est que les mecs, ils s'entraînent 7 jours sur 7, voire 2 fois par jour pour réussir à faire un 100. Moi, je suis à 3 fois, c'est pas possible et je mets de la distance. Donc, quand on s'ausculte, en gros, on s'inquiète par rapport, mais on prend la mauvaise comparaison. Ce qu'on voit sur les réseaux, ce qu'on entend, c'est pas forcément la bonne comparaison. Donc, voyez, et là, une des conséquences de quand je m'ausculte, je m'inquiète, c'est soit je m'inquiète parce que je compare à quelque chose, on va dire, qui n'est pas adapté et qui n'est pas reproductible, ou alors quand je m'ausculte, j'ai un biais et je vais, on va dire, mal m'ausculter, et finalement, quand je prends conscience de façon factuelle de toute l'activité physique que je fais dans une semaine, en fait, je suis bien au-delà de ce que je pensais inconsciemment. Donc, on a travaillé sur, rien qu'avec ces sondages, quand je m'ausculte, je m'inquiète, c'est un peu moins vrai. Et surtout, quand je me compare, je me rassure. Effectivement, quand on compare à du comparable, des gens, on va dire, dans la vraie vie, amateurs, et qui veulent allonger les distances, si c'est l'objectif qu'on se donne, on voit que c'est possible, qu'on n'a pas besoin de s'entraîner comme un forcené, ou qu'on peut s'entraîner comme beaucoup, mais ça n'a pas forcément de lien. Donc, ça permet de se rapprocher et de se rassurer. Donc voilà, et même ce que je vous propose pour aller plus loin, c'est de se poser une question. C'est-à-dire, est-ce que le nombre de séances que je fais chaque semaine et le contenu des séances, est-ce qu'il est fonction de ce que j'aime, de mes objectifs, c'est-à-dire est-ce que c'est la meilleure chose à faire pour me rapprocher de mon objectif, et est-ce que ça correspond à ma situation personnelle, ou est-ce que je fais le contenu de mes séances en fonction de ce que je lis et de ce que j'ai l'impression qu'il faut faire. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais la conclusion aussi de ces deux sondages, et c'est ça la question que je veux vous poser et sur laquelle je veux vous interroger pour que vous avanciez dans cette meilleure perception de vous-même et de ce que ça demande, c'est si vous faites plus de 3 séances de sport par semaine,
et que vous avez un objectif que vous n'avez encore jamais fait et qu'il vous faut progresser, je vous pose la question de quand je fais plus de séances que 3 séances par semaine, est-ce que je fais plus de 3 séances par semaine parce que ça me fait plaisir? Est-ce que c'est parce que pour l'atteinte de mes objectifs, c'est la conclusion rationnelle, c'est qu'il faut que je fasse plus que 3 séances par semaine? Est-ce que c'est en fonction de votre situation personnelle? Donc ça, c'est le premier cas, c'est je fais plus de 3 séances parce que je me dis que c'est la meilleure chose pour moi à faire. Ou est-ce que vous faites plus de 3 séances par semaine parce que c'est ce que vous avez l'impression qu'il faut faire pour réussir? Sous-entendu, est-ce que je fais mes entraînements et je les construis en fonction de moi, de ma situation personnelle, de mes objectifs et de ce que je peux faire et de ce qui me fait plaisir? Ou est-ce que je fais ces séances et le contenu de ces séances, et notamment je pense à Yorick qui, ça y est, a introduit des gammes, des ABCD, de la PPG, on pourrait aussi penser à du renfort musculaire ou des week-end shocks ou des sorties longues. Est-ce que je fais tout ça parce que c'est l'idée de ce que je me fais que les gens font pour réussir? Posez-vous cette question-là. Parce que il faut que je fasse ça, il n'existe pas. Renverser la charge de la preuve. Plutôt que de partir de, en fait, pour réussir à allonger les distances et à faire plus de 80, il faut que je m'entraîne X fois par semaine, il faut que je fasse du renfort, de la PPG, des week-end shocks, des sorties longues. Renverser la perspective et passer plus de, en fait, si je fais plus de 3 séances par semaine, sachant que c'est possible de ne faire que 3 séances par semaine pour aller aussi loin que ce que vous voulez faire, pourquoi est-ce que j'en fais autant? Alors que, sachant que a priori c'est possible sans. Est-ce que j'ai une condition particulière? Est-ce que c'est ma façon de faire? Est-ce que j'y prends plaisir? Parce que sachez, et c'est un peu le but de ces 2 sondages, que c'est pas nécessaire. Et c'est pas simplement moi qui vous le dis, c'est le résultat de ce que dit, on va dire, la communauté de l'ultra libre. Donc voilà, 4e conclusion, et j'arrête là sur ce sondage, c'est que c'est ça l'ultra libre, c'est comment est-ce qu'on peut se sentir plus en confiance, comment est-ce qu'on vit dans un sanctuaire entre guillemets de bonnes vibes, et on avance sans avoir passé 1 minute de plus à l'entraînement, mais plutôt en ayant coupé des sources d'informations, on va dire potentiellement inadaptées ou négatives. Et c'est ça, quand vous allez dans Classroom et que vous faites la vidéo du rasoir d'Occam, c'est ça, c'est comment est-ce que je peux raser beaucoup de choses qui en fait ne sont pas nécessaires, mais où je vais me faire la projection que j'ai obligation de faire ça pour pouvoir réussir à allonger les distances ou à progresser. Non, c'est pas vrai. Éliminez des sources qui ne vous correspondent pas et concentrez-vous sur vous, parce que sachez maintenant et grâce à ce sondage que c'est possible. Voilà. Rubrique d'après, un petit update sur l'ultra libre et la communauté. On est presque à 100. Là, vous le voyez, on est à 97. Merci beaucoup. N'hésitez pas. Et ce que vous pouvez faire si vous avez envie et si vous trouvez que ça peut être utile à des proches, c'est que vous allez dans Members ici, vous cliquez, vous faites Invite, et là, vous avez un lien que vous pouvez copier, et ensuite vous allez par mail, par WhatsApp, sur Messenger, peu importe, vous envoyez à qui de droit et à qui vous pensez dans vos connaissances que ça peut être utile, ou partager sur le groupe du club ou sur le groupe de votre communauté avec qui vous courez le week-end, partagez ce lien-là directement dans un mail ou ailleurs, et comme ça, c'est comme ça qu'on passera la barre des 100 et plus. Encore une fois, aucune obligation, c'est si vous sentez que ça peut être utile à la personne à qui vous le partagez. Autre chose qui pour moi est hyper cool et trop bien, et je suis trop content, c'est que vous allez voir, là il y a 11% des membres, donc à peu près une dizaine de personnes qui sont déjà au niveau 3. Les niveaux, vous les passez en fonction du nombre d'interactions sur la plateforme, et bientôt ils vont débloquer le niveau 4. Le niveau 4, c'est la bibliothèque ou la bibliographie comme vous voulez, et c'est la revue commentée, des synthèses de fiches de lecture sur pas mal des ouvrages que je lis. Je les ai pas tous mis, mais grosso modo, j'ai mis ceux que j'ai lus dans les 4 derniers mois. Et déjà, ça, je suis hyper content, et c'est trop cool que certains aient bientôt accès à ça, parce que c'est vraiment un contenu de valeur, ça permet de passer encore un cran, et du coup, j'ai trop hâte que certains y aient accès, et ça va être trop cool. Donc voilà, sur la minute un peu l'ultra libre. Ensuite, je voulais passer directement aux questions, et du coup aux questions de la semaine. La première qui a été le plus votée, c'est celle-ci. Donc là vous voyez le résultat des votes avec mon 10e et passe en tête. Est-il salutaire de courir à jeun pour apprendre à son corps à piocher dans le lipidique, ou le basculement se fait naturellement? Alors du coup, pour peut-être remettre en perspective la question, qu'est-ce qui se passe quand on court à jeun? Grosso modo, le glucose, donc le sucre,
les féculents notamment sont des sucres, l'amidon, les sucres rapides, les sucres lents, etc. Donc qu'est-ce qui se passe quand on court à jeun? Les sucres qu'on utilise pour l'effort, en fait, dans le corps, il y a du sucre dans le sang, il y a du sucre qui est stocké dans le foie, et il y a du sucre qui est stocké dans les muscles. Quand vous allez courir à jeun, vous avez un glucose sanguin et un glucose dans le foie qui est inférieur à ce que vous avez après un repas ou dans la journée. Pourquoi? Parce que quand vous courez à jeun, grosso modo, c'est le matin, et vous allez passer toute la nuit entre votre dernier repas et le moment où vous courez, et pendant cette nuit, sans apport, parce que vous ne mangez pas pendant que vous courez, par contre, votre cerveau continue à fonctionner, votre cœur continue de battre, et donc vous consommez de l'énergie. Et bien cette énergie, elle va provenir notamment du glucose que vous avez dans le foie et dans le sang, qui vient de la digestion de votre dernier repas. Donc quand vous allez courir à jeun, vous allez courir avec peu de glucose, de glucose sanguin. En revanche, vous avez toujours votre glucose qui est stocké dans vos muscles. Donc, l'effet, là, la question, ce serait de dire, est-ce que l'effet, quand je vais courir à jeun, c'est que ça facilite le passage à du lipidique, c'est-à-dire puisque j'ai moins de ressources de glucose sanguin, l'autre carburant de l'effort, on l'a vu la semaine dernière, c'est les graisses, les matières grasses, et donc les lipides. Et donc si j'ai moins de glucose sanguin, mais malgré tout je vais courir, donc je produis mon effort, est-ce que du coup ça facilite l'usage des graisses et je vais utiliser plus de graisse pour faire mon effort? Alors la réponse à cette question, c'est que oui, quand vous allez courir à jeun, vous faites l'effort avec moins de glucose sanguin que d'habitude. Non, ça ne veut pas dire que vous ferez l'effort sans glucides, parce qu'en priorité, vous allez utiliser le glucide qu'il y a dans les muscles. Donc ça veut dire que si vous voulez épuiser ce glucose qu'il y a dans les muscles, il faut quand même faire un effort suffisamment violent ou suffisamment long pour, on va dire, aller artificiellement, par manque de glucose, piocher dans le lipide. L'autre conclusion, c'est que non, les lipides ne se consomment pas après le glucide. C'est-à-dire que c'est pas je consomme d'abord tous mes glucides et quand j'ai plus de glucides, je vais aller piocher dans le lipide. Non, ça c'est faux. Les deux, glucides et lipides, sont des ressources qui sont utilisées à toutes les intensités, tous les deux. C'est juste une question de proportion qui va varier. Et cette proportion, elle va varier. Ça, c'est le graphe de la semaine dernière. Ça, c'est le graphe qui est dans Ultra Trail de Guillaume Millet. En pourcentage, là, on a le pourcentage de VO2 max. Donc, en gros, c'est l'intensité à laquelle vous courez. 25%, grosso modo, vous êtes en marche. À partir de 60%, vous commencez à courir. 85%, c'est que vous courez très vite, vous êtes hors d'haleine. Grosso modo, si je devais schématiser. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que quand vous êtes, on va dire, au repos ou en train de marcher, en fait, la source principale et majeure d'énergie, c'est déjà les lipides. Et en fait, c'est plus vous accélérez et plus la proportion de glucides va être importante. Donc en fait, c'est pas j'utilise tous mes glucides et une fois que j'ai plus de glucides, je vais utiliser des lipides. Au contraire, c'est plus ça dépend avant tout de votre allure. Donc plus vous allez courir vite, plus vous allez utiliser de glucides. Mais plus vous allez courir doucement et plus vous allez utiliser de lipides. Donc en fait, si vous voulez travailler votre lipidique à l'entraînement, vous le ferez sans doute plus, ça dépend de la séance, mais vous le ferez sans doute plus en choisissant votre allure de course plutôt qu'en allant courir à jeun. La deuxième chose que je voulais vous montrer, et là c'est dans Up encore une fois, c'est que ici, on voit la combustion des lipides par rapport aux glucides chez des athlètes ayant des historiques différents. Donc là, on a vu juste avant qu'en fonction de votre allure, le pourcentage de VO2 max, vous allez solliciter plus ou moins les lipides ou les glucides. Là, on le voit avec votre entraînement. C'est-à-dire que là, on a un coureur grave duo, skieur de fond élite. Au milieu, on a un athlète qui commence amateur, mais qui commence à être à peu près bien préparé en endurance. Le coureur, on va dire récréatif, qui s'entraîne 2-3 fois par semaine depuis plusieurs années. Et là, on a un coureur qui s'entraîne soit beaucoup, mais très forte intensité, soit qui vient de débuter et qui n'a pas encore, on va dire, cette flexibilité métabolique et cet entraînement qui lui permet d'aller piocher plus facilement dans les lipides. Et bien, ce qu'on voit, c'est qu'en fonction de votre niveau d'entraînement et de votre expérience en course, de la façon dont votre corps est déjà entraîné, si vous vous mettez à la même allure, donc on va dire là exprimé en pourcentage de fréquence cardiaque, donc si vous êtes à 60% de FC max, c'est-à-dire grosso modo vous trottinez, quelqu'un qui va trottiner à la même vitesse qu'un autre, mais qui a peu d'expérience en course,
Bah en fait, à 60%, il va utiliser 40% de lipides et 60% de glucides. Par contre, quelqu'un qui a déjà 3-4 ans d'expérience et qui va dans deux courses à pied, qui va courir à la même vitesse, bah en fait, lui, il va utiliser non plus 40% de lipides et 60% de glucides, mais il va utiliser 10% de glucides et 80% de lipides. Et là, si on est sur un athlète, on va dire professionnel, quand il est à cette même allure, c'est moins de 10% de lipides et plus de 90% de glucides, et plus de 90% de lipides. Donc en fait, là, c'est un autre paramètre, c'est-à-dire que en fonction, la consommation que vous allez avoir et le fait de travailler vos lipides et votre filière lipidique plutôt que votre filière glucidique ne va pas dépendre avant tout de est-ce que vous courez à jeun ou pas, mais plutôt de votre historique d'entraînement. C'est-à-dire si vous faites la même séance et à la même allure, en fonction de votre historique, vous allez beaucoup plus travailler votre filière lipidique ou votre filière glucidique en fonction de votre expérience. Donc là, c'est pour remettre en perspective et pour répondre à la question. Courir à jeun, oui, vous allez courir avec moins de glucose sanguin. Par contre, est-ce que vous allez solliciter plus vos ressources lipidiques ou pas? Ça dépend avant tout de votre expérience de course et ensuite de la vitesse et de l'allure à laquelle vous allez. J'espère que ça remet en perspective la réponse à la question. Et après, savoir est-ce que courir à jeun a un bénéfice ou pas, c'est pas bénéfice, c'est pas 100% blanc ou 100% noir. C'est vous allez avoir une stimulation quand vous courez à jeun qui est je vais courir avec des réserves de glucose sanguin qui sont faibles par rapport à quand je vais courir après un repas ou après avoir mangé dans la journée. Par contre, ce qui est sans doute bénéfique, c'est que vous introduisez une variation. C'est-à-dire que si ça fait changer vos habitudes, du coup, vous allez introduire une variation et la façon dont vous allez vous sentir pendant cette course-là, elle va être potentiellement différente de d'habitude. Donc, vous vous connaîtrez mieux. Vous aurez aussi stimulé une certaine adaptation du corps parce que vous l'aurez sollicité dans ce cas particulier avec du glucose sanguin assez bas. Donc, vous allez adapter votre corps à quelque chose de différent et le stimuler différemment. L'ultra, on l'a dit, si je reprends cette image du piano, c'est en gros, vous allez être confronté comme découvrir la partition et puis il faut la jouer. Donc en fait, vous allez être confronté à des situations très variées et potentiellement pas connues. Surtout la première fois que vous allez faire cette distance-là, vous n'avez jamais fait cette distance-là. Donc vous êtes confronté à de l'inconnu. Donc si on considère l'ultra comme se confronter à l'inconnu et et faire l'expérience et s'adapter à une palette de situations très variées, effectivement, quand vous variez vos séances et que vous allez notamment faire des séances à jeun et des séances pas à jeun, du coup, vous allez potentiellement préparer le corps à vivre des situations nouvelles et à s'adapter à ces situations-là. Est-ce que, en revanche, c'est le plus utile pour vous? Ça dépend de votre situation personnelle et dans un temps restreint, est-ce qu'il faut faire du à jeun 3 fois par semaine ou est-ce qu'il faut en faire une fois de temps en temps ou pas en faire? Ça va dépendre de vous et de votre historique puisque, on l'a vu, ça dépend de votre expérience en tant que coureur ou coureuse et de où vous en êtes. Dernière chose, pour terminer là-dessus, si vous voulez aller plus loin sur les entraînements à glycogène bas, il y a Fabrice Kuhn qui a fait un livre qui s'appelle Ultra Performance, dont vous avez la fiche de lecture en niveau 4 dans la bibliographie, et qui lui va explorer justement des possibilités de s'entraîner à glycogène bas, qui vont au-delà de la course à jeun, notamment l'entraînement bicotidien, le sleep low, ou je fais mon effort, mais je retarde ma prise de repas à potentiellement plusieurs heures après le repas. Donc voilà, simplement dans le bouquin, vous lirez des possibilités, ce que lui en pense et son raisonnement, mais par contre, il est très clair sur le fait qu'à date, il n'y a pas de preuve scientifique que ça marche mieux ou quels sont les impacts de ces entraînements, on va dire, à glycogène bas. Il n'y a pas encore d'études qui nous permettent de dire c'est 100% positif, c'est 100% négatif, ou à quelles conditions ça peut l'être. Donc voilà. Deuxième question, PPG et renfo spécial ultra, quelle fréquence, est-ce que c'est obligatoire et quand est-ce qu'il faut le faire? Grosso modo, quand on parle de ça, disons ce qui est, c'est de la musculation. Donc la musculation, la première chose, c'est pourquoi est-ce qu'il faudrait en faire ou pourquoi on en ferait. Et du coup, la semaine dernière, heureusement, j'étais en formation avec la clinique du coureur sur la prévention des blessures, et notamment, il y avait tout un passage qui parlait du renforcement musculaire, et d'après les études scientifiques, notamment en prospectif, est-ce que c'est utile pour la prévention des blessures? Et en gros, dans les études et les revues systématiques telles qu'elles sont faites par la clinique du coureur, la conclusion qui a été partagée, c'est que d'après ces études,
quand on prend deux groupes de coureurs et il y en a un à qui on donne du renforcement musculaire, l'autre à qui on n'en donne pas, il n'y a pas d'effet, c'est-à-dire que les coureurs qui font du renforcement musculaire ne se blessent pas moins que ceux qui n'en font pas. Quand c'est du renforcement de tout, que ce soit les cuisses, les quadrilles, les ischios, les mollets, etc., ça n'a pas d'impact, sauf pour le renforcement spécifique des muscles intrinsèques du pied. C'est-à-dire qu'apparemment, il y a des études qui ont été partagées la semaine dernière, la conclusion c'est que si vous n'êtes pas blessé, que vous courez et que vous introduisez du renforcement des muscles intrinsèques du pied, à ce moment-là, vous aurez moins de chances de vous blesser statistiquement que si vous n'en faisiez pas. En revanche, tout autre renfort, toute chose égale par ailleurs et d'après ces études, n'a pas d'impact. Ce qui ne veut pas dire que pour votre cas particulier, c'est le cas. Mais les études scientifiques, et je trouve que c'est assez intéressant, le donnent ce résultat-là. Donc, bossez vos intrinsèques du pied si vous voulez. A priori, c'est le seul effet bénéfique garanti par la science, ou du moins découvert par la science à date, que vous aurez. Donc ça peut être la prévention des blessures. La deuxième chose, une des raisons qu'on peut avoir pour faire de la musculation, ou du renfort ou du PPG comme vous voulez, c'est en réhabilitation, on va dire post-blessure. C'est-à-dire que vous êtes blessé et vous faites du renforcement à ce moment-là pour faciliter la guérison, rendre la guérison possible ou l'accélérer et prévenir potentiellement le risque de nouvelles blessures à cet endroit-là. Donc ça, c'est la deuxième objectif. Et ça, et notamment, encore une fois, la formation à la clinique du coureur la semaine dernière, et en étant avec plus de 30 kinés dans la salle, oui, le renforcement musculaire, c'est un outil important pour potentiellement renforcer une zone qui est fragile, un tissu qui a été fragilisé ou blessé, quand on met une contrainte spécifique sur un geste ou sur une partie du corps. Encore une fois, allez voir votre kiné, ça dépend des pathologies, mais notamment, et ce qui ressortait, si vous avez une tendinite au tendon d'Achille, notamment si elle est corporéale, c'est-à-dire pas sur l'insertion avec le talon ou l'insertion avec le muscle, mais dans le cœur du tendon d'Achille, en particulier si elle est dans le sens longitudinal, alors à ce moment-là, faire du renforcement musculaire, selon des protocoles que votre kiné connaîtra bien mieux que moi, et du coup faire de la force et même de la musculation chargée pour solliciter dans des plages particulières ce tendon, ça permet de mieux se remettre et de se remettre plus vite, et c'est sans doute une des meilleures choses à faire d'après la science, le renforcement musculaire dans ce cadre très précis de réhabilitation post-blessure. Le troisième usage qu'on peut avoir du renforcement musculaire, c'est en support de la performance. C'est-à-dire, je veux continuer à progresser, et sur tel paramètre où je me sens un peu faible, et notamment en force ou en résistance, du coup, je vais utiliser le renfort ou la PPG pour supporter ma performance et du coup devenir meilleur plus rapidement. Ça, c'est une autre des façons qu'on peut utiliser la PPG. Il y a une quatrième grande catégorie d'utilisation de la musculation ou du renfort musculaire. Ça peut être par exemple pour des questions d'allure, de silhouette. Tiens, j'ai envie de ressembler à ça. La course à pied, si je fais que ça, va avoir tendance à potentiellement à m'assécher du haut, par exemple, à perdre du poids, etc. Et c'est pas ce que je veux, notamment pour être à la plage à peu près bien ou pour être taillé en V, c'est important pour moi, etc. À ce moment-là, le renfort peut servir à ça. Je le mentionne ici parce que c'est important et il y a une notion de plaisir et il y a une notion d'appréhension globale de la personne. Donc oui, ça peut être un moteur. Donc voilà pourquoi finalement parler et faire de renfort, le mettre et le remettre en perspective de qu'est-ce que ça nous permet de faire. Prévention des blessures, on voit que à part les muscles intrinsèques du pied, d'après les études, pas forcément, voire au contraire. Réhabilitation post-blessure, ça peut être un outil. Support de la performance pour progresser en résistance ou en force, ça peut être un outil, et après ça peut être pour le plaisir ou pour des objectifs complètement différents. Ça, c'est la théorie. Maintenant, quand et comment le mettre en place pour que ce soit utile pour soi? Déjà, il faut l'adapter à sa situation particulière. Si vous n'êtes pas blessé, et que du coup c'est du préventif, on a vu ce que disent les études. Mais ensuite, est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que c'est la chose que vous préférez au monde? Est-ce que vous avez le temps? C'est-à-dire que dans votre semaine, si vous avez que 3 possibilités de vous entraîner dans la semaine, finalement, est-ce que c'est la meilleure chose à faire de faire, et est-ce que c'est le plus important de faire du renfort par rapport à de faire de la course? Donc là, et je vous renvoie dans Classroom à, encore une fois, le cours sur le rasoir d'Occam ou celui d'après sur l'adaptation à sa situation particulière, parce qu'en fait, il y a des moyens, et c'est ça que vous allez potentiellement apprendre ou découvrir ou confirmer avec ces vidéos, c'est qu'il y a des moyens de savoir si est-ce que c'est adapté à moi et dans mon cas. Parce que même si le renfort il peut être en soi bon ou pas faire de mal, en fait, est-ce que c'est adapté à moi? Est-ce que ça va me servir?
Et est-ce que dans mes contraintes, c'est la première chose à faire? Est-ce que c'est la deuxième? Est-ce que c'est la troisième? Est-ce que c'est la 15e? Et du coup, comme c'est la 15e et que je peux en faire que 3 dans ma semaine, bah, grosso modo, c'est ce que je rase et je le mets de côté. Parce qu'il faut que ça s'inclue dans la cohérence de votre préparation. Et prenez en compte aussi votre historique et où est-ce que vous en êtes. Typiquement, si vous êtes quelqu'un qui avait été sédentaire dans les 20 dernières années et que vous commencez à vous mettre à la course, ou si vous avez fait énormément de vélo pendant les 20 dernières années, le vélo, et ça c'est un chiffre de la formation de la semaine dernière, quand vous faites un tour de pédale, la pression, on va dire, le stress mécanique que vous mettez sur le coup de pédale, en moyenne, pour une personne moyenne apparemment d'après les études, c'est que vous mettez 19 kg sur votre pédale. Quand vous marchez, vous mettez 1,5 fois votre poids de corps sur chacun des appuis. Quand vous courez, en moyenne, vous êtes à 3 fois votre poids de corps. Donc, si vous avez fait 20 ans de cyclisme et que c'était votre seule activité physique, quand vous l'avez faite, sur chacun de vos appuis, vous avez mis 19 kg. Si vous faites 80 kg et que vous vous mettez à courir, sur chacun des appuis, vous allez mettre 240 kg de contrainte. Donc vous allez faire passer votre corps, grosso modo, de 19 à 240. Waouh, 7 fois plus. Bah là, à ce moment-là, quand vous faites ça, le fait de faire de la musculation pour se renforcer les muscles autour des articulations, pour que les articulations soient mieux tenues au moment où vous allez mettre ce niveau de contrainte et de charge 7 fois plus important, ça peut devenir la première des choses à faire avant même d'aller courir. Ça peut devenir, je dis bien, la première des choses à faire avant d'aller courir. Pareil, si vous avez été sédentaire et que vous n'avez rien fait pendant vos semaines, vous avez passé de 0 à 240. Énorme. Si par contre vous avez été un marcheur, randonneur et que vous avez fait, 30 km par semaine, toutes les semaines depuis 20 ans, que ce soit pour aller marcher, aller chercher votre baguette de pain, promener le chien, ou aller au travail, ou emmener les enfants à l'école, peu importe. Mais si vous avez marché 30 minutes par jour et que du coup, vous faites 80 kg, vous avez mis pendant 30 minutes par jour 120 kg de charge sur vos appuis, vous serez beaucoup mieux préparé à la course, passer de 120 à 240, que si vous avez fait que du vélo, que vous avez été sédentaire, où là il faudra faire 7 fois plus, ou partir de 0 pour absorber du 240. Donc en fonction de votre historique, la priorité de ce renforcement musculaire, elle est différente. Là, j'ai pris des exemples où a priori on était moins adapté par rapport à l'effort de course et où le renfort pouvait gagner en importance et en priorité. À l'inverse, si vous avez passé les 20 dernières années à faire du foot 2 ou 3 fois par semaine, ou que vous en avez fait beaucoup quand vous étiez ado, ou du basket ou un sport collectif, ou mieux, de la gymnastique notamment au sol avec des chocs qui sont très forts, des torsions, des pressions hyper importantes sur les articulations, à ce moment-là, si vous avez passé 10 ans à faire ça, les contraintes que vous avez mis parce que c'était des chocs, des réceptions, il y avait plus de vitesse, il y avait plus de poids, là vous êtes allé largement au-dessus que simplement 3 fois votre poids de corps sur chacun des appuis, quand vous allez passer en course, entre guillemets, c'est pas que c'est du pipi de chat, mais c'est un range bien inférieur à ce que vous avez déjà sollicité, et si ça fait 10 ans que vous avez fait, pour moi c'était du badminton, 10 ans de badminton quand j'étais jeune, quasiment tous les jours, en fait j'ai mis un niveau de contrainte sur mes articulations et mon système musculo-squelettique qui était bien supérieur à ce que la course me propose. Donc grosso modo, je sais que dans mon cas particulier, mais pour d'autres, si vous avez pareil, ou si vous faites de la danse ou de la gymnastique ou une autre activité qui va solliciter à plus que 3 fois le poids de corps sur chacun des appuis, grosso modo, a priori, votre corps il est déjà habitué et il peut potentiellement absorber cette charge-là. Donc le renforcement musculaire dans ce cas-là, il peut être largement dépriorisé. Un autre cas, mettons que vous êtes adapté et que sur ce stress mécanique et cette adaptation, cette prise du poids de corps, vous êtes plutôt bien, mais que votre objectif l'année d'après, c'est de faire un 80 km avec 5000 de D+, et que jusqu'à maintenant, vous avez fait des 80 km mais plats, là, vous allez devoir absorber du D+. Donc, votre objectif particulier dans ce moment-là, c'est plus d'absorber la contrainte mécanique, c'est de se préparer au dénivelé. Et du coup, là, c'est encore un cas de figure différent qui peut faire remonter l'ordre de priorité de la musculation pour gagner en endurance et en force pour pouvoir produire cet effort bien spécifique. J'espère que c'est plus clair et que ça remet en perspective le PPG ou la musculation, etc. Il n'y a pas de c'est bien ou c'est mal dans l'absolu, ça dépend de votre situation particulière, de votre historique de course pour gagner en priorité et du nombre de séances potentielles de sport que vous avez dans la semaine pour l'orienter et savoir si c'est important.
Et enfin, une fois que vous avez répondu à ça, il y a tous les types de musculation. Est-ce que c'est une musculation avec beaucoup de répétitions et du cardio et certains, des fois, font un raccourci entre pliométrie et musculation. La pliométrie et la musculation, c'est deux choses différentes. On va parler de musculation quand on est à plus de 60% de charge équivalente à la répétition maximale, la mise à l'échec. Donc plus de 60%, là on est en musculation. Pliométrie, c'est quand on va faire des appuis qui sont 2 à 3 fois plus courts que l'appui qu'on a quand on va courir. Donc je sais plus, il disait la semaine dernière, mais je sais plus c'est 100 millisecondes ou 200 millisecondes par appui, là où d'habitude on est plutôt à 300 ou 400. Donc en gros, après il y a tous les types de PPG ou de renforcement, quels exercices, quelle durée, quelle fréquence, quel pourcentage de répétition maximum, etc. Ce qui veut dire qu'on ouvre un chapitre qui est encore beaucoup plus vaste que simplement ce à quoi je peux répondre là, et c'est tout l'objectif de ce qu'on voit dans le club et du programme de formation. J'y reviendrai plus tard. Troisième question, c'est comment trouver du dénivelé en plaine, ou plutôt comment se préparer à faire du dénivelé le jour J dans votre épreuve, quand on habite en plaine et qu'on n'a pas accès à du gros dénivelé et des grosses pentes, et se sentir en confiance. La première chose, c'est pour le remettre en perspective, et ce pourquoi j'ai choisi aussi cette question-là, c'est parce que c'était une des deux en question qui avait déclenché le plus de réactions, et aussi sur laquelle j'ai peut-être un avis un peu divergent par rapport à ce que vous entendrez la plupart du temps. Donc pour moi, c'est important parce que le message en termes de façon de voir les choses, il est aussi plus fort. Est-ce que c'est indispensable de faire beaucoup de dénivelé et d'aller trouver du dénivelé en plaine si on se prépare à une épreuve qui a beaucoup de dénivelé? Pas pour moi. Je pense pas que ce soit indispensable. Je suis un peu polémique potentiellement là-dessus, mais ma perspective, et comme j'accompagne des gens depuis plus d'1 an, et c'est mon métier, et l'objectif, c'est d'avoir l'accessibilité, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès à ce type d'épreuves et les réussir, et bien les réussir, peu importe où on habite et le nombre de temps, et le temps et le nombre de séances qu'on a par semaine. Quand l'accessibilité et le plaisir, c'est-à-dire ça me fait kiffer et j'adore mon entraînement comme ma préparation, comme le jour J, quand on passe l'accessibilité et le plaisir en un, on se force à trouver d'autres options. Pourquoi ? Parce que parmi les gens que j'ai préparés, tous n'habitent pas au pied du Mont Blanc. Loin de là. Et qu'on soit en plaine, qu'on soit en moyenne montagne, qu'on soit au bord d'un littoral, qu'on soit en plein centre-ville de Bordeaux, qu'on soit en région parisienne avec des toutes petites côtes, qu'on soit dans le nord et où c'est tout plat sauf des terrils, oui, c'est possible de s'y préparer. Et donc l'accessibilité, ce n'est pas parce que vous habitez dans un endroit qui est absolument plat et où il n'y a pas un seul mètre de dénivelé que c'est pas possible. 2, c'est le plaisir, parce que c'est différent quand on est quelqu'un qui adore se mettre et faire le hamster, entre guillemets, monter, descendre des centaines de fois sur des fois 10 marches ou 15 marches ou 20 marches. Si on prend plaisir à faire ça, tant mieux. Mais en revanche, si on a horreur de ça, si on veut pas faire ça, si c'est pas ce qui nous fait kiffer, faut trouver des solutions, on va dire, alternatives. Donc moi, je vais vous dire, ce n'est pas obligatoire. C'est pas rédhibitoire si vous êtes en plaine et que vous voulez faire beaucoup de dénivelé. Ce n'est pas obligatoire non plus d'aller chercher des options pour se créer artificiellement du dénivelé là où il n'y en a pas. Et là, il y en a beaucoup dans les commentaires, et d'ailleurs, c'est hyper intéressant et c'est valable. Donc, c'est des options et utilisez-les. Par exemple, d'aller chercher sur Strava les gens autour de soi, quels sont les parcours et comment est-ce qu'ils arrivent à trouver du dénivelé. On regarde ces parcours et potentiellement, on peut le répéter. L'autre chose, c'est qu'on va prendre un escalier ou monter une cage d'escalier dans un immeuble, etc. et puis le répéter. L'autre chose, c'est qu'on va trouver une petite côte à côté de chez soi et puis on va le faire 200 000 fois. Ça, c'est des façons de mimer, on va dire, du dénivelé quand il n'y en a pas. Mais est-ce qu'on y prend plaisir et est-ce que c'est plus efficace qu'autre chose? Ça, je suis pas sûr. Et du coup, c'est ce que je voulais vous apporter, entre guillemets, comme autre vision de faire aujourd'hui. C'est que, donc pour finir là-dessus, faire du dénivelé quand il n'y en a pas, c'est contraignant. Le plaisir, on le met en question. Et surtout, c'est jamais une garantie le jour J. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein d'autres paramètres que simplement le dénivelé. Typiquement, quand vous faites des escaliers, c'est différent. Des escaliers sur 5 mètres, dans une cage d'escalier où vous apprenez à mettre, on va dire, un pied devant l'autre dans ce contexte-là, mais vous n'avez rien autour, vous voyez rien, vous êtes isolé des contraintes même atmosphériques. Le jour où vous vous retrouvez face à 1000 mètres, 1 kilomètre vertical, très minéral, où ça souffle à 1005 d'altitude, c'est pas une garantie d'avoir fait des marches que ce soit mieux que d'avoir fait autre chose. Donc c'est pas une garantie le jour J et il n'y a pas que ça pour le travailler. Donc du coup je vais me concentrer aujourd'hui sur une vision autre. Toutes les options dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est comment est-ce que je peux faire du dénivelé artificiellement là où il n'y en a pas. Moi je vous propose de réfléchir à l'inverse. C'est comment est-ce que le dénivelé que je vais faire le jour J,
je peux l'aplatir le plus possible. Pas physiquement, parce que la montagne, il faudra quand même la monter, mais dans l'effort que je vais devoir produire. C'est-à-dire que, grosso modo, de la même façon que devant vos marches, pour caricaturer, vous pouvez les monter une par une en courant, ou 4 à 4, enfin une par une en marchant, ou 4 à 4 en courant, bah vous avez la possibilité d'aborder techniquement une montée différemment le jour J. Et c'est-à-dire que il y a plein de paramètres techniques, la technique de montée, la technique de cadence, les bâtons, etc. pour que physiquement, l'effort que vous faisiez dans une montée, eh ben, il se rapproche le plus possible de ce à quoi vous vous entraînez. Et si vous vous entraînez sur du plat, bah, comment est-ce qu'on peut rapprocher l'effort que vous faites le jour J quand vous êtes dans une pente à 30 degrés que l'effort que vous demandez à vos muscles, en termes musculaires, en termes cardio, bah, se rapproche le plus possible de votre terrain d'entraînement. Et si c'est du plat rapide, bah, ce sera ça. Donc du coup, vous avez cette possibilité-là d'aplatir le jour J dans la façon dont vous abordez votre dénivelé. La deuxième chose, c'est l'importance du mental. Et de la même façon que vous pouvez vous préparer à faire 8000 de D+, dans une cage d'escalier, et vous retrouver pour passer une bosse de 200 mètres de D+, le jour J, j'exagère un peu, le jour J, au milieu des Alpes et de la nature, et ça souffle un peu et il pleut, bah, ça peut être même quasiment contre-productif parce que l'expérience que vous allez avoir là, elle est complètement contre-productive. Donc comment est-ce que, par de la prépa mentale aussi, vous pouvez, et prépa mentale, j'y reviendrai la semaine prochaine parce qu'il y a la première question de prépa mentale dans les questions et j'espère, et je vais la mettre là au vote mercredi, mais j'espère qu'elle sera sélectionnée après, la semaine prochaine ou artificiellement je trouverai un moyen pour en parler parce que c'est fondamental et c'est pas juste du bullshit ou juste de la visualisation ou juste de l'adaptation à la douleur. La prépa mentale, c'est quasi scientifique et systématique. Donc comment est-ce qu'on peut jouer aussi sur de la prépa mentale et sur l'appréciation qu'on a du dénivelé auquel on va se confronter le jour J. Je vous prends un exemple très concret. J'ai fait la Verbier-Saint-Bernard trail en Suisse qui part de Verbier, qui arrive à Verbier pour la 140. Il y avait aussi un 74 qui était le même parcours. C'est-à-dire que le 74 partait après, au niveau du à la Foulie, au niveau du kilomètre 50, au niveau du kilomètre 70 du 145. Et donc la deuxième partie de course était commune. Et à un moment donné, on arrive, il restait, je crois que c'était à 30 km de l'arrivée. Donc pour ceux qui faisaient le 74, ils avaient déjà 45 bornes dans les pattes et plusieurs milliers de D+. Pour ceux qui faisaient le 140, ils avaient déjà 110 bornes dans les pattes et plusieurs milliers de D+, aussi. Et donc on arrivait à ce moment-là où on longeait une corniche et à un moment donné, boum, le paysage se découvre sur où on va et on voit le trail et le chemin qu'on va devoir prendre qui passe, grosso modo, au milieu d'un cirque et où on prend à gauche, on monte 400 de D+, c'est assez alpin, etc. Et on passe dans une fenêtre, c'est-à-dire, grosso modo, vous avez la montagne qui fait un V, et on passe au milieu. Mais c'était hyper impressionnant. Pourquoi ? Parce que comme c'est un V, de part et d'autre de là où on passait, la montagne était beaucoup plus haute, de plusieurs centaines de mètres, et c'était très minéral. On était devant un cirque, donc ça c'était à gauche, et en gros on passait là. Le cirque, en face et en perspective, on avait le Grand Combin. Grand Combin, c'est un sommet qui, je me demande s'il n'est pas à plus de 4000, avec des neiges éternelles, un glacier, etc. Et à droite, pareil, on avait une arête qui était beaucoup plus haute que là où on allait passer. Donc en fait, visuellement, l'impression qu'on avait quand on arrivait là, avec tous les kilomètres qu'on avait dans les pattes, c'est que, waouh, je suis face à un truc incroyable au moment où je suis le plus fatigué. Alors que la réalité, c'est qu'en gros, pour se sortir de ça et passer après, en fait, on avait juste 400 de D+. Et par rapport aux milliers de D+, qui avaient déjà été faits par chacun des coureurs. Et pourtant, c'est là où, et c'est quasiment la première fois de ma vie que je voyais ça, il y avait des dizaines, j'ai croisé plusieurs dizaines, 20 ou 30 ou 40 coureurs qui ont fait demi-tour à cet endroit-là. Pourquoi ? Ce qui faisait que c'était dur, c'était pas le D+, qu'ils allaient à faire, les 400 mètres, quand ils en ont déjà fait 4000, voire 7000 pour le 140, les 400 de plus, ils passent, entre guillemets, comme une lettre à la poste. Ce qui faisait que c'était dur et qu'ils abandonnaient, c'est la perception qu'ils en avaient à ce moment-là. Et ça se travaille notamment, on voit, c'est que du mental, entre guillemets. Donc c'est l'appréciation qu'on a de la pente. Donc ce que je vous proposerais, moi, et la porte que je voudrais ouvrir pour être utile dans cette vidéo, c'est pas comment est-ce que je peux créer du dénivelé là où il n'y en a pas, à mon entraînement tous les jours, mais plutôt comment est-ce que je peux aplatir ce dénivelé le jour J en termes d'effort de ce que ça me demande et d'effort que je vais devoir produire pour que ça se rapproche de quelque chose que je fais à l'entraînement et que je vais répéter plutôt que d'aller faire un truc qui est complètement inconnu et sur lequel je ne m'entraîne pas et mon corps n'est pas habitué. La deuxième chose, c'est qu'il y a énormément de paramètres de préparation mentale pour aborder ça. Et enfin,
L'effort spécifique de montée, notamment en termes de force, etc., il se rapproche de beaucoup de choses que vous allez faire dans d'autres sports. Donc typiquement, si vous êtes quelqu'un qui fait des arts martiaux, des sports collectifs, ou de la gymnastique, ou un sport qui est en termes d'impact musculo-squelettique plus élevé que ce que la course propose, bah vous serez naturellement mieux armé pour aller faire du dénivelé. Donc vous serez potentiellement mieux préparé que ce que vous pensez que quelqu'un qui n'a pas ça. Et enfin, un autre moyen de le préparer, etc., c'est d'établir son calendrier de course et donc ses répétitions pour se préparer à l'épreuve importante du jour J qu'on veut faire, bah d'une façon bien spécifique pour aborder ce dénivelé. Donc voilà un petit peu ce que j'en pense et ce que je vous propose sur cette appréciation du dénivelé par rapport à la course du jour J. Voilà, grosso modo, si je voulais caricaturer sur ce dénivelé, vous avez deux façons de l'aborder. La première, c'est soit vous vous entraînez en ville, de toute façon vous n'avez pas le choix et vous n'avez que 3 entraînements par semaine, et puis ce que vous kiffez, c'est vous entraîner sur du plat. Donc bah, il faudra aplatir le jour J plutôt que de créer artificiellement du dénivelé à l'entraînement. Ou la deuxième option, c'est vous adorez le dénivelé, vous habitez au pied d'une montagne, et du coup là vous aurez tout intérêt à vous entraîner, ou une des possibilités, ça va être de faire du dénivelé, jusqu'à ce que ça ne vous passe plus rien, entre guillemets, et là, l'inconvénient, c'est que potentiellement, quand ce sera plat, vous aurez d'autres types de difficultés ou d'autres types de challenges, et cette vision-là, j'y pense parce que c'est ce que Marco Olmo, je crois que c'est le plus vieux des vainqueurs de l'UTMB dans les années 2000, du coup, lui, il disait, en gros, je vais faire du dénivelé, négatif comme positif, et c'est ça qui va faire que j'aurai des quadris énormes et que je pourrai passer très vite dans ces courses-là. Mais c'est pas la seule option. Et la meilleure preuve, d'ailleurs, c'est dans les commentaires, c'est que vous avez beaucoup de coureurs, notamment pros et très bons, qui sont aussi des habitants, par exemple, de la Bretagne ou de coins qui sont très plats. Voilà, petite minute science rapidement. La formation de vendredi, vous avez une diminution de 27% du risque de décès, simplement en vous mettant à faire une activité sportive par rapport à quelqu'un de sédentaire. Donc ça, c'était ce qui revenait, et s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, 27% de risque de décès en moins quand vous pratiquez une activité physique versus la sédentarité. Donc l'important, c'est déjà de se mettre en mouvement, peu importe ce qu'on fait. La deuxième chose, et c'était assez intéressant, et je vous en parle parce que c'est contre-intuitif, il y avait une étude qui est en cours d'être en train d'être réalisée, qui s'appelle Capalgan, comme Dafalgan, mais avec Cap comme course à pied, pour se remettre notamment de l'arthrose. Et l'étude, c'est est-ce que sur des gens qui sont déjà à une arthrose, une chondropathie de type 4, donc déjà des gens qui sont assez handicapés, on va dire, et un niveau de douleur élevé pour cette arthrose, si on fait un programme adapté de course à pied, donc de stimulation des articulations, y compris celles qui sont pas trop en forme, quel est l'effet et est-ce qu'ils peuvent être mieux? Les résultats sont assez bluffants, ils ne sont pas encore publiés, j'attends que ce soit publié pour vous la partager, mais c'était hyper intéressant de voir que ça peut même être un programme d'activité physique bien dosé et de course à pied bien dosé dans un contexte particulier, peut même être en partie curatif, je mets bien des guillemets partout, mais en tout cas, c'est pas parce que vous avez de l'arthrose, y compris la chondropathie de type 4, que vous êtes condamné à souffrir autant, et ça fait partie des moyens d'avoir un programme de course à pied adapté. Je dis ça, je suis pas médecin, etc., mais pour dire que ça existe, parce que je pense qu'on s'en porte mieux en le sachant qu'en ne le sachant pas. Et la conclusion de ça et de cette formation, c'est qu'on s'adapte, le corps s'adapte à son environnement. Il nous prenait l'exemple de Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, vous le voyez, et là, ça fait longtemps qu'il est à terre, plutôt beau gosse, bien taillé en V, athlète assez imposant, et voilà, ok. Par contre, quand vous le voyez, quand il revient de l'espace, il est plutôt comme ça, tout faible, et même de porter son téléphone, ça devient un effort qui est à la limite de ce qu'il peut faire. Pourquoi? Et qu'est-ce que ça montre? Que son corps s'adapte. C'est pas dire que son corps devient plus faible quand il est là-haut, c'est que son corps s'adapte à son environnement. Et donc, son environnement, quand il est dans l'espace, c'est un environnement où il n'y a pas de gravité et où du coup tous les gestes sont plus simples et donc ça va moins solliciter de muscles. Donc en fait, c'est parce que son corps est très entraîné et qu'il s'adapte très bien à son environnement qu'il perd cette masse musculaire. Grosso modo, le corps s'adapte à toutes ces stimulations et pas simplement que des stimulations physiques, comme on en a discuté pour la prépa au dénivelé, pour la prépa en renforcement musculaire, s'adapte aussi à
comment et quand vous allez le faire en fonction de vos besoins physiologiques, la course à jeun par exemple, mais aussi en fonction de votre environnement mental. Et donc ça, et c'est la conclusion à laquelle je vous ai arrivé là en vous parlant de ça, c'est que notre corps s'adapte aussi à notre environnement mental. Et là, avec l'ultra libre, en étant exposé à ce contenu entre vous, avec les questions du mercredi, avec les victoires du vendredi, à tous les commentaires que vous pouvez vous faire entre vous, plus moi potentiellement ce que je partage et ce que vous allez trouver dans Classroom, ben c'est là où vous vous adaptez à ce contenu-là, y compris mentalement, et normalement, ben du coup, ça ne peut que servir à vos objectifs, du moins je l'espère. Sinon, partez en courant de ce groupe. Mais le plus simple pour progresser, c'est de, encore une fois, changer ses inputs, c'est-à-dire changer ce à quoi on s'expose et raser, vraiment, je vous invite à avoir le rasoir d'Occam, et raser, couper et supprimer toutes les sources d'informations qui vous font douter ou qui ne sont pas forcément adaptées à votre situation. Parce que, entre guillemets, ça vient vous polluer, et parfois, on progresse plus simplement en supprimant les pollutions et en ne changeant rien à ce qu'on fait, on progresse plus que de vraiment changer à ce qu'on fait. Et il y a même des fois où on change ce qu'on fait pour progresser, mais où on a plus, et on va s'exposer à plus de choses négatives, et du coup, bah, le résultat, ça va être qu'on va pas progresser, voire qu'on va régresser. Donc, le fait de supprimer des sources d'entrée négatives est parfois au moins aussi important que de travailler sur quelque chose de positif. Et j'espère que au moins tout le contenu auquel vous vous exposez dans l'Ultra Libre, il est que positif et il peut que vous contribuer et être contributeur à ça. Donc, modestement, merci pour ça, et les bonnes vibes que vous trouverez dans ce groupe, aussi le fait qu'on ne voit pas tout comme blanc et noir, au contraire, il faut l'adapter à la situation et il n'y a pas de jugement, c'est hyper important et normalement ça vous fait avancer aussi. Pour illustrer ça et pour illustrer ces interactions négatives, je vous partage le cadre d'une coureuse que j'accompagne. La semaine dernière, elle n'avait jamais couru plus de 35 km. Elle s'est lancée sur un 70 et quelques, je crois entre 72 et 75 avec 4000 de D+. Et elle court et elle se sent très bien et magnifique et trop bien. Et juste arrivé à l'avant-dernier ravitaillement, il y a deux bénévoles qui leur disent bah en fait là, vu le temps auquel vous passez, il reste quand même des difficultés, etc. Je serais vous, j'arrêterai là. Et juste en fait, cette entrée-là, négative, a eu pour conséquence que la coureuse que j'accompagne, étant très modeste, accordant beaucoup d'importance à l'expérience des autres aussi, parce que c'est la première fois qu'elle le fait, s'est dit ah ok, je me sens très bien, je me sens capable, j'ai pas de problème, je suis bien, j'ai le smile, je suis encore capable de courir, tout va bien. Mais exposée à ce contenu-là, elle s'est dit ah bah en fait, du coup je suis peut-être pas capable d'y arriver, donc je vais arrêter. Donc en fait, elle a décidé elle-même d'arrêter la course. Mais par contre, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a quand même continué à courir jusqu'à faire la distance de comme si elle avait terminé le trail, donc jusqu'à faire 72 km, quasiment autant de dénivelé. Et du coup, déjà moi en soi, je trouverais ça plus dur de me motiver tout seul en étant plus dans la course, qui était mon objectif, etc., et de quand même faire 12 bornes, sachant que j'en ai déjà fait plus de 60 avant et plus de 3000 de D+, que de continuer sur la course et d'être encadré, d'être avec les autres, etc. Donc déjà, je trouve qu'elle a fait quelque chose qui finalement est plus dur. Mais ça, c'est juste mon appréciation et un jugement. Par contre, si on reste dans les faits, oui, elle avait dans les pattes, elle avait la capacité physique de réussir ses 72 avec ce dénivelé-là, en se sentant bien et en étant très fière d'elle. Donc, tout ça pour dire que là, le plus important pour elle dans sa course, pour atteindre 100% de son objectif et réussir à finir sa course, ça aurait été de supprimer l'avis subjectif et négatif de ce bénévole. Et encore une fois, je ne le juge pas, et il a très bien fait. Mais de ce bénévole, à ce moment-là, ça aurait été contributeur de plus de performance que là, elle en a été exposée et elle y a accordé de l'importance. Donc, j'espère que ça met des mots et des trucs très concrets derrière ce que j'entends par là. Et puis, sachez enfin, pour terminer, deux choses. La première, c'est qu'à la fin de la semaine, normalement, jeudi ou vendredi, je vous prépare quelque chose et je vous ferai une proposition pour aller plus loin et pour parler non pas simplement d'informations et de tout ce que vous pourrez retrouver aujourd'hui dans l'Ultra Libre, mais en plus d'ajouter une brique de transformation pour vraiment, concrètement, dans sa vie, comment est-ce que, adapté à moi, je peux faire sans forcément m'entraîner plus, à progresser et à atteindre mes objectifs. Donc ça, petite surprise qui devrait arriver jeudi ou vendredi. Trop hâte de vous partager ça. Ce sera à votre rythme, le prolongement du contenu que je vous partage et que je vous propose toutes les semaines, dans cette même philosophie, mais appliquée non plus à de l'information, mais à de la transformation.
Dernière chose, merci beaucoup à tous les membres et franchement c'est trop cool et ça me fait trop plaisir parce qu'il y a des premiers membres que je connaissais pas et avec qui j'avais eu aucune interaction, d'autres avec qui on a déjà échangé plusieurs fois, 1 heure, il y a 15 jours, que ce soit Julia, Yorick, Angeline, Chris ou Hervé, et il y en a d'autres, ça fait plusieurs mois qu'on a échangé, Giovanni, Sébastien, et d'autres. Merci pour tout ça, ça me fait vraiment très chaud au cœur, mais avant tout et surtout restez et soyez engagés uniquement si ça vous est utile, donc n'hésitez pas, et pour que ça reste utile et le plus utile, à me faire vos retours, vos feedbacks pour que je puisse adapter et que ce soit toujours plus pertinent. Merci beaucoup, j'espère que ça vous plaît, bonne semaine, profitez bien, kiffez bien, à mercredi, à vendredi et à la semaine prochaine, ciao.